Bonjour et bienvenue sur ce petit podcast sur la physique des ultrasons et la boutonologie. Alors, la physique des ultrasons, c'est essayer de comprendre comment fonctionne notre machine d'ultrasons parce que on a besoin de comprendre les bases physiques des ultrasons et du fonctionnement de la machine pour comprendre comment est générée l'image et surtout comment sont générés les artefacts qui nous aident et nous embêtent ou nous embêtent en fonction des cas. Alors une machine, c'est quoi? C'est un ordinateur avec un écran, un processeur, des boutons, une source d'alimentation. Et c'est aussi et surtout des sondes. Des sondes d'ultrasons qui sont là où toute la magie opère. Alors, en gros, une sonde est composée de cristaux piézoélectriques. Ces cristaux piézoélectriques sont formidables car ils sont capables, lorsqu'ils sont soumis à un courant électrique, d'émettre un ultrason. L'émission de cet ultrason, c'est en fait donc la transformation d'un courant électrique qui traverse le cristal piézoélectrique et qui du coup va vibrer et le transformer en énergie mécanique. Cette énergie mécanique va être transférée de proche en proche dans un milieu et puis rebondir contre un changement de milieu, contre un obstacle et revenir vers la sonde. Le cristal piézoélectrique soumis donc à cette énergie sonore mécanique va la retransformer en un flux électrique qui va suivre le câble jusqu'au processeur et pouvoir être interprété. Et ça, c'est quand même assez formidable. Une partie des ultrasons va continuer dans l'obstacle suivant pour également subir la même chose. Alors on parle d'ultrasons parce que on est au-delà de 20 000 Hz, qui est la limite de l'oreille humaine, et on va se situer entre 2 et 18 millions en fait de Hertz, donc 2 à 18 mégahertz. Alors les ondes sonores, ça c'est pas comme ça qu'elles sont dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ce sont pas des sinusoïdes comme ça. C'est la représentation mathématique dans ce cas-là. Mais les ondes sonores sont des ondes qui se propagent de manière parfaitement longitudinale. Elles ne sont pas soumises à la gravité. C'est en fait de l'énergie qui se transmet de proche en proche grâce à une alternance de compression et raréfaction. On le voit ici sur le sling, on a une compression entre deux, trois arceaux qui va du coup taper sur l'arceau suivant et puis passer au suivant. De proche en proche comme ça. Et donc cette énergie envoyée par notre main va finir à la fin va finir ici, à la fin du sling. Donc l'énergie, sans qu'il y ait eu mouvement énorme, va se transmettre du début à la fin. Cette alternance de raréfaction et compression va en fait être le fondement de la progression de l'onde ultrasonore, pardon, et tout ça peut être ramené à un certain nombre de constances physiques. L'amplitude d'une sonde sonore est variable et cette amplitude est en fait l'intensité, si on veut, de la compression. Donc là, on a bien la représentation mathématique d'une compression, raréfaction, compression, raréfaction. Le cycle est en fait le temps, est calculé entre deux fronts de compression, par exemple, ou entre deux fronts neutres, ou deux fronts de raréfaction. Ce cycle, l'inverse de ce cycle, c'est la longueur d'onde ici, et donc la longueur d'onde, c'est plutôt la distance entre deux fronts de compression. Tout ça définit en fait la fréquence, qui est le nombre de cycles par seconde. Alors, quand on parle de son, on parle souvent de vitesse du son. Donc ici, on a parlé de l'amplitude, on a parlé de la fréquence, mais la vitesse du son est très importante. Qu'est-ce qui se passe avec la vitesse du son qui rend cela important? Ce qui se passe, c'est que on a en fait une onde ultrasonore peut progresser dans un milieu à une certaine vitesse. Et cette vitesse, elle dépend uniquement du milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, on voit bien que dans l'air, eh bien, la vitesse du son en mètres par seconde est de 344 mètres par seconde. Ça, c'est évident. Dans l'air pur, normal, 344 mètres par seconde. C'est la vitesse de progression. Par contre, on voit que dans l'os, c'est jusqu'à 4000. Donc, dans quelque chose de très dense, ça va aller beaucoup plus vite. Et donc, ce n'est pas la fréquence, ce n'est pas l'amplitude ou l'intensité d'une onde ultrasonore qui détermine sa vitesse, c'est le milieu. D'accord? C'est en fait à quel point les atomes qui vont s'entrechoquer sont proches et sont serrés entre eux.
c'est défini en fait par l'impédance. Alors, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'on voit que l'impédance électrique ou les vélocités, c'est la même chose, ou même les densités, sont tous dans un intervalle très court en ce qui concerne les tissus mous. La graisse, l'eau, le cerveau, les reins, le foie, le myocarde et tous les autres tissus mous du corps ont une certaine densité, du coup une certaine vélocité qu'on peut qualifier sous le terme d'impédance. On voit que tout ça tient en très peu d'impédance, entre 1,33 pour la graisse et 1,74 pour le myocarde. Par contre, quand on sort du tissu mou proprement dit et qu'on passe au poumon, on a 0,26 et à l'air pur 0,0043. Donc vraiment, il y a un saut énorme qui se fait ici entre l'air, le poumon et les autres tissus mous. Et il y a aussi un saut énorme du même ordre qui se fait entre le myocarde et l'os. Cette différence d'impédance, elle va être importante et donc on peut retenir de ça que la différence d'impédance entre l'air et les poumons et n'importe quel autre tissu mou, elle est énorme, et que la différence d'impédance entre l'os et n'importe quel autre tissu mou, elle est énorme. Et ça a son importance puisque l'onde ultrasonore va subir différentes choses, mais surtout la réflexion et la réfraction. Une onde ultrasonore se propage dans un milieu et elle rencontre un autre milieu, par exemple un autre tissu. À ce moment-là, elle va être réfléchie. Réfléchie comme un miroir, d'accord? L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Ces angles sont calculés par rapport à une perpendiculaire à la tangente de l'interface entre les deux milieux. Cette réflexion, elle est donc très importante, mais la quantité qui est réfléchie et la quantité qui passe va être déterminée par l'impédance. Et ça, je vais y venir. Par contre, il y a l'autre principe physique, c'est que on a la réfraction, c'est-à-dire la déviation de l'onde ultrasonore lorsqu'on change de milieu. Cette réfraction, elle est très très flagrante en optique, puisque là on voit qu'en optique, eh bien, le pinceau ici dans un verre d'eau, vu que la surface du verre d'eau elle est ronde et que je l'aborde donc à certains endroits bien perpendiculaires, à certains endroits un peu plus de travers, eh bien ça me déforme complètement l'image derrière et ça a son importance en matière d'échographie. Alors, la réflexion, on l'a compris, c'est donc que l'onde ultrasonore progresse dans un milieu à une certaine vitesse de manière tout à fait droite, et puis elle rencontre un autre obstacle, et en rencontrant cet obstacle, elle est réfléchie, et elle retourne donc vers la sonde. Une partie des ondes est réfléchie, et en fait, la quantité d'ondes réfléchies et la quantité d'ondes qui va continuer à passer sont déterminées par la différence d'impédance entre le milieu 1 et le milieu 2. D'accord? Et au plus grande est la différence d'impédance, au plus importante va être la quantité d'ultrasons réfléchis. Donc, en gros, si on prend l'extrême, c'est la différence d'impédance entre l'air ici et n'importe quel tissu mou. À ce moment-là, l'onde ultrasonore se balade dans le tissu mou et elle va rencontrer à un moment de l'air. Et lorsqu'elle rencontre de l'air, la différence d'impédance entre l'air et n'importe quel tissu mou, comme j'ai dit plus tôt, étant tellement importante, la totalité des ultrasons est renvoyée vers la sonde. La totalité de ces... Donc aucun ultrason ne passe, et si aucun ultrason ne passe, forcément, il ne va pas être capable de générer une image, et va donc être incapable d'explorer la suite. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Que dans l'air ou dans l'os, on a un masque acoustique. Non, c'est pas tout à fait juste, c'est que l'os et l'air fonctionnent comme un masque acoustique. Derrière l'os et derrière l'air, on ne voit rien. Voilà, ça, c'est première limite de la machine. Alors, les artefacts et l'échographie pulmonaire sont très importants parce que en échographie pulmonaire, on va explorer les artefacts. Mais pas que. Mais voilà, on a une série d'artefacts que je vais vous détailler ici. Le premier artefact, c'est l'artefact de réflexion. On vient de le dire, l'os et l'air agissent comme un artefact de masque acoustique. La réfraction, c'est important puisque si on imagine ici l'ultrason qui arrive et qui rencontre un premier obstacle, d'accord, c'est tout droit, c'est facile, il le met donc sur l'image ici. Ensuite, il continue et il change de milieu. Il rencontre un autre obstacle, un changement de milieu important. Ce changement de milieu va donc entraîner la réfraction et donc la déviation du faisceau ultrasonore. Et cette déviation va ensuite progresser, toujours en ligne droite. Une fois qu'on a changé de direction, on est en ligne droite. Rencontrer un obstacle ici, donc être renvoyé, subir la réfraction dans le sens inverse et arriver à la sonde. La sonde, elle
Elle ne sait pas qu'on a pris un détour, elle pense qu'on a fait un aller-retour, bien comme il faut, tout droit. Et donc elle va mettre le premier obstacle ici, et puis elle va mettre le deuxième ici, sans avoir conscience qu'en réalité le deuxième obstacle est plutôt par là. C'est important parce que si on voulait mettre une aiguille dans ce vaisseau, par exemple, eh bien on serait bien embêté. Alors l'atténuation forte, ça c'est un artefact très important. Concrètement, ici, il s'agit d'un foie, d'une vésicule biliaire et de structures à l'intérieur de cette vésicule biliaire. Derrière cette structure, on voit qu'il y a un cône d'ombre postérieur. On le voit aussi sur cette image-là, un cône d'ombre postérieur dans cette vésicule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, en clair, la structure ici ne laisse pas passer les ultrasons. S'il y a un cône d'ombre postérieur, c'est que la structure est donc un atténuateur fort. Dans une vésicule, un atténuateur fort, ça suppose des calcifications. Dans ce cas-ci, vu la forme et le cône d'ombre postérieur, il s'agit donc de lithiase. Un polype, lui, laisserait passer les ultrasons parce que c'est du tissu mou et donc n'aurait pas ce cône d'ombre postérieur. C'est donc un artefact qui nous est utile pour l'interprétation clinique. Alors, l'atténuation peut aussi être faible. En clair, ici, on traverse un foie et, si vous voulez, chaque ultrason, pour progresser à travers l'écran, à travers le patient, du coup, il doit continuer à générer de l'image. Et pour générer de l'image, il doit renvoyer vers la sonde une partie de son énergie. D'accord? Ça, c'est la base. Et donc, de proche en proche, de molécule en molécule, il renvoie un tout petit peu de son énergie. Donc, il en perd, il en donne à la sonde, il en donne à l'image. Donc, il en perd. Et donc, comme il en perd, il est de moins en moins intense au fur et à mesure de la progression vers le bas et de l'écran. Et donc, la machine, parce que c'est très bien fait ces petites choses-là, elle va augmenter artificiellement l'intensité du signal et se dire que si elle reçoit un signal très faible venant de profondeur, ben c'est en fait significatif et donc elle peut corriger progressivement comme ça l'image pour qu'on ait une image qui ait la même densité. Mais lorsque l'ultrason rencontre ici un atténuateur faible, donc ici une collection liquidienne, il va entre guillemets économiser sur le trajet fait dans ce liquide. Il va économiser de l'énergie parce que quand on traverse de l'eau, il y a très peu d'énergie qui est renvoyée vers la sonde. Et donc, il va se retrouver à la fin de ceci, derrière donc cette collection liquidienne, avec plus d'énergie que son confrère ultrason qui est passé juste à côté, qui a traversé du foie. Et donc on voit une différence entre l'intensité lumineuse de l'image derrière la poche liquidienne par rapport à côté. Et c'est donc dû au fait que l'eau est un atténuateur faible. Ça nous dit que cette structure est du liquide. Voilà quelque chose qui est utile en clinique. Alors la réverbération, ça c'est un artefact qui est en fait un artefact construit par la machine lorsque un ultrason rebondit entre deux atténuateurs forts. Donc dans ce cas-ci, c'est la plèvre et la première alvéole qui est assez profonde. Dans ce cas-ci, là, ça peut être une petite bulle d'air et le mur dans un vaisseau. Voilà. Mais le principe est le même qu'en physique. Ça, c'est le miroir de Eames, hein, d'accord? C'est une image très connue. Il n'y a qu'un seul petit garçon. Par contre, il y a deux miroirs. Hein, un qui fait face à ce miroir-là. Et donc, ça reproduit la même image qu'on dirait à même distance à chaque fois. Et cette même image à même distance construit un artefact, construit une illusion, mais qui est quand même potentiellement utile, puisque du coup, on sait que les structures impliquées agissent comme des miroirs et sont des atténuateurs forts. Ça va nous être utile. Ici, les lignes A ne vont pas nous être utiles, mais c'est important à la compréhension. C'est un artefact de réverbération entre la sonde située ici et la ligne pleurale située là. Et en fait, ça va rebondir entre la sonde et la ligne pleurale et donc recréer une ligne pleurale un petit peu plus bas et un petit peu plus bas. Vous avez remarqué exactement de la même distance. Alors la physique des ultrasons, dans ce cas-ci, nous est utile à comprendre cet artefact-là qu'on appelle une ligne Z, qui est une espèce de petit blush qui démarre de la plèvre, vraiment petit truc qui s'atténue avec la profondeur. Et ça, c'est vraiment ce qui est créé entre la plèvre et la première alvéole. Ça nous dit qu'il y a du poumon à la paroi, ça nous dit qu'il n'y a pas de pneumothorax, et donc ça nous aide d'un point de vue clinique. L'artefact en miroir, c'est très intéressant. En fait, c'est
c'est des ultrasons qui vont suivre des chemins différents et la machine qui va n'avoir d'autre choix que de créer une image à partir de là. Quand on regarde l'ultrason ici, donc on a le foie, on a le diaphragme et au-dessus, on s'attend à trouver du poumon, c'est-à-dire une structure qui a une différence d'impédance avec le foie très importante. Donc, une partie des ultrasons traverse le foie, explore le foie et tombe sur cette tumeur ou sur cette masse hépatique et repart donc vers la sonde. Et donc, la machine, là, pour ces ultrasons-là, c'est facile, elle crée une image de tumeur aller-retour. Voilà. Par contre, les ultrasons qui vont passer à côté de cette tumeur vont rencontrer le diaphragme. Ils rencontrent le diaphragme et en rencontrant le diaphragme, ils vont donc être réfléchis selon les lois de la réflexion. D'accord? Et donc ils vont rencontrer l'arrière de la tumeur ici pour certains. Et en rencontrant l'arrière de la tumeur, ils vont repartir et resubir la même réflexion. D'accord? Et donc ils vont faire un chemin un peu détourné pour explorer l'arrière de la tumeur. Mais la machine pense qu'il a été en ligne droite. Et donc la machine va créer une fausse image ici supradiaphragmatique. L'artefact en miroir est donc intéressant parce que est donc un piège parce qu'il pourrait nous faire penser qu'il y a des structures sus-diaphragmatiques qui sont en fait le reflet des structures sous-diaphragmatiques. Mais ça suppose que ce soit de l'air ou du poumon à cet endroit-là, alors que si c'était du liquide, nous n'aurions pas cet atténuateur fort, et donc nous aurions des ultrasons qui peuvent continuer leur route et du noir ici. Tandis qu'ici on a de la densité hépatique, la masse hépatique reproduite, c'est l'image en miroir du foie qui nous dit que c'est bien du poumon et de l'air, et ça n'est pas du liquide ou une condensation. Alors, les lignes B, c'est très intéressant, mais quelque part, c'est très utile d'un point de vue clinique. C'est probablement l'artefact le plus utile de tous, mais c'est un peu difficile à comprendre d'un point de vue physique. Mais en clair, vous savez que chaque structure moléculaire, enfin structure tout court, physique, a sa propre fréquence de résonance. Que la fréquence de résonance est une très importante. Que la fréquence de résonance, ça veut dire que un objet, un corps soumis à la bonne fréquence de résonance va non pas seulement vibrer avec la fréquence de résonance, mais va vibrer beaucoup plus fort et peut vraiment générer des ondes d'une intensité et d'une force beaucoup plus importante que ce qui lui a été donné. Ainsi, c'est comme ça qu'on effondre les ponts avec une armée, c'est comme ça que des vents faibles peuvent faire décoller un pont. Et donc c'est très important dans ce cas-ci parce que le poumon mouillé, donc l'air mouillé plutôt, donc les bulles en fait, les bulles dans les alvéoles, dans un OAP par exemple, vont former des structures de bulles entre elles. Ces bulles, c'est un tétrahygromère, donc c'est 4 bulles ensemble, et ces 4 bulles ensemble vont avoir une fréquence de résonance qui est dans les ranges de ce qu'on envoie avec notre sonde. Donc on va le renvoyer, on va faire vibrer ce tétrahygromère à la fréquence de résonance, et il va donc lui-même vibrer très très fort et générer de l'influx qui néo-générer de l'influx, c'est quand même assez formidable, et donc il va néo-générer de l'influx, donc renvoyer vers la sonde de l'influx supplémentaire que la sonde va interpréter comme ça vient en continu, comme il y a des obstacles tout le long, il y a des obstacles tout le long, il y a des obstacles tout le long, on me renvoie, on me renvoie, on me renvoie, on me renvoie. Et donc créer l'illusion d'une espèce de ligne blanche. Or, tout se passe dans le premier millimètre. Les tétrahygromères sont dans le premier millimètre, mais c'est eux qui font une espèce d'illusion en envoyant un signal factice, en tout cas néo-généré, pour créer ça. Et donc c'est pour ça que c'est sur toute la longueur qu'on a les lignes B. Retenez B comme boîte de nuit, d'accord? Ce sont donc vraiment des lasers, des lignes de laser qui traversent tout l'écran, comme ceci. Alors, la boutonologie maintenant, c'est comment est-ce qu'on utilise les boutons et comment est-ce qu'on utilise notre machine. On va essayer de se remettre dans les mêmes conditions, dans les mêmes positionnements à chaque fois. C'est pour permettre d'acquérir une certaine systématique et d'acquérir des réflexes moteurs de correction d'image, qui vont être utiles à améliorer la qualité de nos examens et la qualité des interprétations qu'on en fait. Le patient, si possible, se situera à droite du médecin, comme sur la photo. Les explications aux patients seront données, il faut leur expliquer, particulièrement si on n'est pas radiologue, d'accord? Il est évident que si nous avons une question précise, il faut dire au patient pourquoi, il faut dire qu'on n'est pas radiologue, il faut dire que
on fait de l'échographie clinique et qu'en gros c'est un peu le stéthoscope du futur, mais qu'en aucun cas ça ne permet d'exclure quoi que ce soit. Il faut encoder les infos du patient pour pouvoir les retrouver, ce qui va nous aider pour notre carnet de stage. Il faut faire les réglages machine à la main gauche, d'accord? Main droite sur le patient, main gauche sur la machine et les yeux sur l'écran. Position d'examen confortable pour vous, parce que si vous êtes mal installé, vous allez bâcler l'examen. Vous allez donc vous dire, bah, c'est pas très utile, les échos, moi je vois jamais rien, ou pire, vous dire que vous êtes nul, ce qui est probablement pas le cas. Et voilà. Et donc vous vous installez de manière adéquate et installez le patient de manière confortable. Alors, toutes les machines ont des zones de boutons. On va trouver un endroit où choisir la sonde, un endroit où qualifier les presets. Les presets, c'est quoi? C'est simplement les réglages machine adaptés à l'examen qu'on souhaite faire. Et donc ça, c'est très important. La suite, c'est simplement une souris ou un trackpad ou une boule. Les modes opératoires sont le mode M, le mode 2D et le mode couleur. On va y venir. Les réglages, la focale, la profondeur et le gain. Et Freeze and Start. Freeze and Store, c'est vraiment la zone de, d'exploitation des images associées à la zone de labellisée et mesurée. Le TGC, on ne va pas en parler ici. Alors, il faut choisir la bonne sonde. Une bonne sonde, c'est une sonde qui a la bonne forme pour faire l'examen et la bonne fréquence. La forme dans les sondes qu'on utilise en salle d'urgence, soins intensifs ou autres, eh bien, elle est surtout la sonde curvilinéaire qu'on va voir ici, la sonde linéaire qu'on va voir là et la sonde cardiaque qu'on va trouver ici. Le range de fréquence a son importance puisque, en gros, au plus haute est la fréquence, au plus belle est l'image. Génial, prenons que des sondes à haute fréquence. Mais non, parce que malheureusement, au plus haute est la fréquence, au moins bonne est la pénétrance. Et donc si on veut aller voir en profondeur, on va devoir utiliser une sonde à fréquence un petit peu plus basse. Et donc c'est pour ça que la sonde basse fréquence curvilinéaire était vraiment la sonde abdo par excellence, et aussi parce qu'elle est courbe pour permettre de refouler un peu les gaz abdominaux quand on pousse sur le ventre. Alors les modes échographiques, le mode B, bidimensionnel ou brightness, vous le connaissez, c'est le mode où on crée une image bidimensionnelle dynamique. Le mode M, c'est on part du mode B ici et on choisit une ligne de pixels fixe et ensuite on la reproduit en fonction du temps. Donc en reproduisant ça, par exemple ici ça passe par le ventricule, eh bien on peut du coup calculer que sur cette ligne de ce sont des pixels septaux qui se sont éloignés, des pixels du mur latéral qui se sont éloignés, et donc on va pouvoir calculer une distance télésystolique ici et télédiastolique ici. Va être utile pour certains calculs, et surtout c'est un peu archaïque, mais c'était surtout pour reproduire de manière statique, donc sur une photo, des éléments dynamiques, et on n'en a plus tellement besoin puisque maintenant on a la possibilité d'enregistrer des vidéos. Le mode couleur, c'est le mode qui va reproduire le mouvement dans les vaisseaux essentiellement, d'accord. C'est pas forcément bleu veine et rouge artère, hein, d'accord. Ça va dépendre si on s'éloigne ou si on s'approche de la sonde. Lorsque les ultrasons s'approchent plutôt de la sonde, ils vont être dans les rouges. Lorsqu'ils s'éloignent plutôt de la sonde, ils vont être dans les bleus. Mais ça dépend du réglage. Donc faites toujours attention. Il y a toujours cette petite échelle dans le coin. Mais c'est surtout pour déterminer si la structure qu'on voit est une structure de liquide libre ou si c'est une structure de liquide dynamique, comme dans un vaisseau le plus souvent. Alors tenir la sonde, c'est à pleine main, c'est bien proche de la peau. On va toucher le patient et on va mettre le repère vers la droite ou vers la tête du patient. Le repère ici, c'est la grosse ligne noire ici. Et on va, lorsqu'on fait une coupe axiale du patient, comme ici pour une aorte par exemple, on va bien mettre ça vers nous. Même chose pour le pubis, même chose pour toutes les coupes qu'on fait. Et si on veut faire une coupe longitudinale par exemple de l'aorte, ou alors une coupe longitudinale ici pour avoir le Morrison, eh bien on va mettre le repère vers la tête du patient. Ça nous permettra de dire que en fait, on reproduit, si vous voulez, étant donné que le repère sur la sonde correspond au repère sur l'écran, ça va nous reproduire une image de scan, une image où on regarde le patient par les pieds vers la tête. Ensuite, voilà, et si c'est en sagittal, eh bien ça va reproduire une image où la tête du patient est de ce côté-ci et les pieds du patient sont de ce côté-ci. Le haut est à gauche. Alors, régler la machine, c'est donc régler la focale et régler la profondeur. La profondeur a son importance. Et quand on regarde ici, on voit bien sur cette image que la moitié de la profondeur est perdue. D'accord? On utilise beaucoup trop de profondeur, ce qui nous diminue la qualité de l'image et ce qui nous rétrécit l'image. Il faut adapter la profondeur à
à la hauteur de l'écran. Il y a un bouton, un des boutons les plus évidents, c'est en général la profondeur. Alors, la focale, par contre, ça, il n'y en a pas sur toutes les machines, mais en gros, c'est comme en optique, quand vous mettez au point pour prendre une photo, eh bien, c'est la même chose. Ça va permettre de converger les ultrasons vers un endroit, et vous voyez qu'ici, à gauche, elle est bien réglée sur un vaisseau superficiel, à droite, elle est mal réglée, et donc, on a une image qui est beaucoup plus pâteuse, beaucoup plus grise, et beaucoup moins envie de mettre un cathé là-dedans. Alors, pour ce qui est du gain et de l'intensité, c'est en gros artificiellement l'intensité de lumière, d'accord? Et ce gain-là, il doit être bien réglé et en fait, on a besoin que les noirs soient bien noirs et que les blancs soient blancs sans être brûlés. Ça, c'est comme ça qu'on fait. D'une manière générale, quand vous débutez, essayez de mettre assez bas. On met tous un peu trop haut au début. Et il faut mettre un peu plus bas. Regardez ici, l'image est complètement brûlée et on va avoir envie de diminuer l'intensité. Il faut laisser une petite minute à nos yeux pour s'habituer. Mais on a tout à y gagner en termes d'interprétation clinique. Le time gain compensation, c'est en fait, il va pouvoir régler couche par couche de l'image l'intensité et ça va nous permettre par exemple de diminuer l'intensité en profondeur derrière une vessie. C'est une des applications de salle d'urgence. L'écho pulmonaire, c'est l'étude des artefacts et donc on va désactiver tous les artefacts. Voilà, c'était le podcast sur la physique des ultrasons. Merci à ceux qui ont eu le courage de le regarder. Si vous avez envie ou besoin de lectures supplémentaires, n'hésitez pas à nous écrire. On a plein de choses intéressantes, mais les fondements de la compréhension de ce que vous faites avec votre machine étaient repris dans ce podcast. Merci et à bientôt.